Oh, j'ai eu, évidemment, on peut se poser des questions sur mon travail en général, et puis l'orientation qu'a pris mon travail au cours des années. J'ai été élevé dans un contexte où le monde était un monde un peu des fantômes. Pour une raison très simple, j'ai pas été élevé par ma mère qui n'était pas là et qui est décédée. Et j'ai été élevé par une tante qui était beaucoup plus âgée que ma mère et qui avait une particularité qui était de raconter des histoires de fantômes en Savoie. Elle tenait ça de son père, mon grand-père, qui était conteur. Alors évidemment, elle avait repris ce fonctionnement, elle avait été institutrice, elle avait travaillé au Crédit Lyonnais, etc. Mais elle avait gardé cette espèce de côté de conteuse. Et elle me racontait toujours des histoires de fantômes. Je dois dire que j'y ai pris un plaisir inouï. Ça me faisait peur, mais j'ai vraiment pris du plaisir. Et je lui disais toujours, raconte-moi ci, raconte-moi là. Alors, c'était très régional, hein, puisque c'était dans le contexte de la Savoie. Et probablement, elle a influencé mon goût. Ma mère, qui a disparu prématurément, qui est morte dramatiquement d'une maladie, elle était très passionnée par tout ce qui était étrange aussi. C'est-à-dire qu'elle s'intéressait aux sectes, qu'elle s'intéressait à tous ces trucs-là. Mon père, ça agaçait profondément, tout ça. Et donc il m'avait dit, écoute, quand j'étais adolescent, ne t'intéresse pas à ces choses-là, ça sert à rien. Évidemment, la première chose que j'ai fait, c'est quand j'avais de l'argent pour Noël ou autre, c'est de m'acheter des bouquins. Et j'ai acheté évidemment les livres bien connus, le Petit Albert, le Grand Albert, mais des éditions originales, parce que c'était pas aussi cher que c'est devenu par la suite. J'ai rien compris, mais j'ai lu des tas de choses. Et puis je me suis intéressé à la littérature fantastique. La littérature fantastique, c'est-à-dire des auteurs comme Jean Ray, des auteurs comme Thomas Owen, Michel de Gelderode, etc. C'est-à-dire toute une frange particulière belge qui ont produit, ces auteurs, vraiment des ouvrages très étonnants, comme Malpertuis et bien d'autres. Ce qui est intéressant sur le propos, c'est que la dimension mystique, effectivement, j'ai probablement en moi accumuler une espèce d'intérêt pour le mysticisme, non pas pour le mysticisme, mais pour toutes les démarches spirituelles et un peu ces univers un peu particuliers. Le fantôme, c'est très intéressant, le fantôme, parce que c'est un témoignage quelque part de l'au-delà. Je disais toujours que la littérature fantastique, c'est un témoignage de l'au-delà. Les vampires, c'est des morts qui reviennent, qui viennent sucer le sang, etc. Les fantômes, ils viennent pour nous dire il y a quelque chose après, je reviens. C'est pas un témoignage, mais enfin, c'est pas loin d'être un témoignage. Et ça traduit des anciennes croyances et des anciennes recherches qu'ont pu faire les êtres, qu'ont toujours fait les êtres, sur ce domaine. Qu'est-ce qui se passe après ?
Mais à cette époque, quand je suis rentré aux Beaux-Arts, ça n'existait pas en tant que tel, en tant que formation, l'illustration. On faisait de la peinture, de la sculpture, de la déco, des tas de choses. Et finalement, ma génération s'est formée seule sur l'illustration. Et puis, c'était un des intérêts de l'art en général. L'illustration, c'était l'anecdote. Et donc, ça m'a passionné. Et puis, il y a eu mai 68, et mai 68 a été un conditionnement important, parce qu'il y avait des posters, parce qu'il y avait toute la mouvance anglaise, américaine, de la pop musique, des disques, des couvertures de disques, etc., avec lesquels on pouvait faire des choses très très intéressantes. Et donc, voilà, je me suis orienté un petit peu dans ce sens-là, avec en trame arrière ce goût du bizarre, du fantastique et du rêve, quoi. Et les choses se sont concrétisées peu après, donc à partir du moment où je suis rentré à Métal, au tout début, et Métal Hurlant, ça a été le conditionnement et la liberté finalement, où il n'y avait plus de publicité emmerdante à faire, où je ne travaillais pas pour des journaux pour enfants, etc., parce que j'ai fait des trucs pour la jeunesse. Et j'ai pu faire tout ce que je voulais, de faire les livres que je voulais, et en particulier ce premier livre sur le diable que j'ai sorti donc aux Humanoïdes Associés. Et donc, par ailleurs, j'ai toujours fait des couvertures pour des collections comme Nouvelles Éditions Oswald, Titre SF chez Lattès, chez Segers, Les Fenêtres de la Nuit, où là, on m'avait donné la possibilité de créer esthétiquement une collection et d'essayer de trouver un graphisme et une démarche. C'est comme ça que les choses se sont faites. Mais j'ai fait des centaines et des centaines de couvertures de livres, bien sûr, et tout ça pour dire qu'à travers la littérature, à travers ce genre de littérature, qui au départ m'intéressait parce qu'on avait l'impression de toucher à quelque chose, ça a probablement révélé en moi une dimension de recherche métaphysique intérieure. Tout cet univers-là était un univers qui me préoccupait parce que j'ai eu une éducation religieuse. Et à partir du moment où j'ai eu une éducation religieuse, on traîne toujours une culture comme ça. J'ai été enfant de cœur. Alors évidemment que ma réaction, ça a été de faire un bouquin sur le diable. Mais ça n'a pas duré. Pourquoi sur le diable? D'ailleurs, on peut se poser la question, pourquoi sur le diable? Eh bien, parce que c'est impossible de peindre le paradis. Donc le diable, évidemment, c'est plus proche de la matière. Alors que le paradis, c'est inaccessible. Peindre Dieu, il n'y a que Michel-Ange qui s'y est essayé, mais qui en a fait un gros costaud, mais enfin, c'est pas tout à fait la réalité probable de la situation. Il est au-dessus de ses contingences, n'est-ce pas?
Mais souvent, on m'a taxé de personnage noir, mais c'est faux, c'est un homme qui cherche, quoi. Effectivement, je parlais tout à l'heure de recherche, et finalement, ma grande angoisse, mais très jeune, c'était la mort. Et deux solutions, soit on rejette, n'est-ce pas, soit on fait l'autruche, soit on se plonge dans cet univers, et que ce soit le diable, que ce soit Dieu, que ce soit les univers étranges, c'est un peu cette quête de savoir ce qui se passe après la mort. Et c'est ce qui a là aussi conditionné probablement tous mes goûts et tout mon fonctionnement. Alors évidemment, je l'ai bien masqué au départ de carrière, je l'ai bien masqué parce que j'étais dans un monde où la publicité c'était brillant, c'était sympa, on avait du fric. Mais c'est pas ce qui m'intéressait. Après, on peut se plonger aussi bien dans les ouvrages comme un personnage comme Papus. Je me suis intéressé à Raspoutine, je me suis intéressé au fameux maître Philippe de Lyon qui a précédé Raspoutine à la cour de Russie. Il y avait tous ces personnages qui sont regroupés dans ma jeunesse, quoi. Et après, j'ai affiné. J'ai passé mon temps à affiner. Par exemple, une collection comme la collection Néo, c'est une collection qui a été faite sur un principe géométrique. C'est-à-dire, je me suis dit, j'avais lu le traité de Dürer de géométrie, j'avais lu La Divine Proportion de Luca Pacioli, parce que je trouvais que c'était intéressant, composer une toile selon des rythmes, etc. La Renaissance, donc je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose avec cette base géométrique pour construire une collection. Et là, je suis parti sur une trame très très simple, mais mobile. Et c'est pas la dimension graphique, typographique qui donne le style, c'est la structure de composition de l'image qui est toujours la même si j'ai fait 220 ou 30 couvertures. Alors, toutes ces recherches-là m'ont amené évidemment à des personnages très curieux, que ce soit, comme je signalais tout à l'heure, Papus, il y a Eliphas Lévy, il y a tous ces espèces d'occultistes, et tout ce monde occultiste du 19e. Mais il ne faut pas négliger non plus un aspect, c'est que j'ai quand même passé jusqu'à l'âge de 22 ans à Lyon. Et Lyon, c'est quand même un monde avec des petits côtés mystérieux. Hein. Donc, c'est un espèce de mélange étrange, n'est-ce pas, de personnages comme Huysmans, de personnages comme l'abbé Boulan, de personnages comme Jules Bois, de personnages comme ça. Tout ce monde nage dans une espèce de monde métaphysique assez curieux, avec des sociétés secrètes, pas plus secrètes que ça, que ce soit la Rose-Croix ou la maçonnerie ou des choses comme ça. Mais enfin, il y avait une trame comme ça, initiatique. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le roman noir, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé les films, par exemple le cinéma, ça m'a bercé complètement. Dans les années 60, quand on avait la télé en noir et blanc, il y avait, entre autres, c'est là où j'ai vu des films comme Nosferatu, des choses comme ça. Bon, c'était très sombre, hein, c'était pas nettoyé, les films n'étaient pas nettoyés, c'était la pénombre. La chute de la maison Usher, il fallait vraiment, en noir et blanc, mais alors, dans le film d'époque, il fallait vraiment se crever les yeux pour voir ce qui se passait. Mais c'est vrai que la pénombre, c'est tellement plein de mystères, c'est tellement plein d'intérêt, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer vraiment. Et je me suis plu dans ce monde du cinéma, parce que je parlais de la littérature, et j'avais l'air d'insister sur la littérature, mais le cinéma, c'est tout à fait complémentaire. Et pour un illustrateur, je pense que c'est très important, parce que le cinéma, c'est une mise en scène, et un illustrateur, c'est un metteur en scène. En une image, il met en scène. Il essaye de mettre les éléments fondamentaux. Il faut trouver le look du personnage, c'est-à-dire le casting.
il faut trouver l'atmosphère colorée, il faut trouver tout, quoi. Mais finalement, avec peu de choses, eh bien, je considère que l'illustration, c'est de la mise en scène. Et puis après, évidemment, j'ai été passionné par tous les films, les Fritz Lang, par exemple. Fritz Lang, ça m'a beaucoup marqué, ça. C'était Mabuse, par exemple, c'est incontournable. Dans ma cinémathèque personnelle, n'est-ce pas? En plus, quand même, Fritz Lang, c'est un très bon réalisateur. Bon. Le fait de travailler dans ce monde du fantastique, éventuellement du bizarre, oui, mais est-ce vraiment le bizarre, puisque j'ai parlé de recherche intérieure, amène à rencontrer un certain nombre d'individus qui sont un peu dans la même voie. Alors, on y trouve des personnages, j'avais rencontré dans les années 68, 69, qui était Philippe Drouillet, qui est quand même un personnage assez... qui est peut-être, qui fait partie de... Il y avait dans... Je vais donner un exemple. Il y avait le Reader Digest, que lisait mon père. Il y avait un article qui s'appelait « L'homme le plus extraordinaire que j'ai rencontré ». Et moi, je trouve que c'est vraiment le plus extraordinaire que j'ai rencontré, parce qu'il est extraordinaire dans sa manière de faire, dans sa manière de vivre, dans sa manière de penser. C'est un espèce de Conan le Cimmérien, mais moderne. C'est un très bon vivant, bien sûr, tout le monde le sait. Mais ça a été aussi quelqu'un avec qui j'ai partagé beaucoup. Et il y a des personnages comme ça, il y a d'autres personnages. On parle de Möbius que j'ai connu, bien sûr, mais moins bien, moins intimement, parce que il se protégeait beaucoup, n'est-ce pas? D'une certaine manière, il était dans la retenue. Et puis Guy Guerre, et puis des gens comme ça que j'ai croisés. Il y a eu une espèce de mouvement comme ça, ça devenait un espèce de mouvement pseudo-ésotérique. Et voilà, alors il y avait des choses qui étaient très étonnantes et très amusantes. Et comme ça, c'est nourrissant je trouve que c'est très nourrissant pour l'imaginaire. En même temps, moi je peignais, j'ai toujours peint d'une certaine manière, je dessinais toujours d'une certaine manière, c'est-à-dire que soit j'ai un thème très précis, et à ce moment-là, sur ce thème très précis, je me laisse aller et je fonctionne par intuition et non pas par déduction. L'intuition, pour moi, c'est très important. C'est presque radiesthésique, la manière de faire. C'est-à-dire que je laisse aller. Et puis, subitement, à un moment, je sens que c'est ça. Mais je ne calcule pas tout, hormis la géométrie dont je parlais tout à l'heure. Une fois qu'on place les éléments, qu'on sait où on va placer les éléments, maintenant, il faut décrire, évidemment, les éléments et il faut les affiner. Mais quand je faisais les couvertures de Métal Hurlant, je ne savais pas ce que j'allais faire au début. Et j'y allais dans la spontanéité totale. Je laissais complètement aller mon imaginaire sans le préparer à l'avance. Je faisais un dessin préparatoire, ou 10 dessins préparatoires comme ça, presque automatique, et puis subitement il y en a un qui venait. Donc, je dois dire que je ne suis pas dans un processus scientifique, mais un peu comme ça, intuitif, radiesthésique, spiritualiste, parapsychologique, enfin c'est un grand mot là pour pas grand chose, mais quand même, il y a quelque chose de cet ordre. Et puis j'ai des fois dessiné des choses qui me venaient de rêves. D'images que je voyais avant de m'endormir, entre autres. Donc voilà. Et après, on essaye de les mettre en forme, évidemment, c'est pas tout à fait ça. Et j'ai une habitude, c'est de faire sur des carnets rêves
et des petits carnets en couleur, où je dessine en couleur. Il y a des périodes où je dessine tous les jours, je vais passer un mois sans rien faire, et je mets toujours une annotation en dessous. Mais c'est souvent des rêves. C'est souvent des rêves que je matérialise graphiquement. Il y a une différence dans la manière de faire et dans la manière même de dire. L'illustration doit rester descriptive quelque part et accessible au lecteur ou à l'observateur plus facilement. C'est-à-dire, si je mets un objet, il faut qu'il ait un sens. Dans la peinture, c'est quelque chose qui est moins près d'un texte. Donc la peinture, ça peut être ça peut être autre chose. J'ai fait un livre sur la mort de quelqu'un qui m'était très proche, qui étaient des toiles, qui étaient des peintures, dont je ne cherchais pas à donner une explication, mais qui étaient plus une espèce de libération et de soulagement en les faisant. Et d'une dizaine d'années, j'étais marié avec une femme qui est tombée malade et qui est décédée. Suite au drame, parce que c'était un drame épouvantable, ça a été dramatique, son décès, j'ai traversé une période où je ne faisais pas grand-chose. D'abord, tous mes commanditaires m'ont abandonné, ils ne savaient pas quoi me dire, ils ne savaient pas quoi faire, donc on ne me téléphonait plus. Et c'était le moment où j'en avais besoin pour me changer un peu les idées. Mais j'avais une série d'une 10-15 de petites toiles. Et je me suis mis à peindre un peu comme mes carnets, dessus, sans savoir. Le matin à 6 heures, parce que je dormais très mal, je me levais à 6 heures du matin, et de 6 heures à midi, je peignais. Je peignais, et là, on n'est plus tout à fait dans l'illustration, on est dans quelque chose qui est, malgré tout, l'illustration, mais en même temps plus proche de la peinture. Et c'est moins poussé, c'est moins chiadé, comme on dit dans le métier, c'est plus libre. Et j'ai fait pendant une période 33 peintures, exactement du même format, de ce même format. Donc là, quand je parlais tout à l'heure de phénomène un peu de médiumité, enfin je ne veux pas exagérer, mais c'est une espèce de peinture inconsciente et médiumique. Je griffonnais, je ne savais pas ce qui allait apparaître. Et puis apparaissait une forme, et cette forme était toujours la même, etc. Jusqu'à ce qu'apparaisse cette forme-là, et cette petite peinture que j'ai poussée et qui était justement ma femme. Mais auparavant, c'est passé par 32 expériences qui tournaient autour, évidemment, c'est assez dramatique, qui tournaient autour de la mort, qui tournaient autour d'une espèce de communication comme ça, un peu de médium, quoi, un jeu de médium. Et je ne peux pas dire exactement ce qui s'est passé, mais c'était des gens qui apparaissaient, que je ne connaissais pas. C'était des gens qui se succédaient, n'est-ce pas, les uns auprès des autres. Qui sont plus proches d'une espèce d'écriture automatique.
l'illustration, c'est quand même très conditionné, c'est très fermé, c'est quelque chose qu'on met en place, même si dans certains cas, on peut aller vers cette spontanéité. Je ne parle pas du traitement et de la facture, hein. Je parle de l'inspiration. Voilà. Bon, c'est le grand mot aussi, l'inspiration. Enfin, bon, ça vient de l'intérieur. Alors, c'est une méthode de respiration et de, quelque part, et d'expiration, mais qui est un petit peu ce que je ressens moi. Il y a eu une période dans ma vie où je me sentais très proche des peintres symbolistes. C'était un peu... Bon, j'achetais des bouquins, j'allais voir les expositions. Il y a eu une exposition il n'y a pas très longtemps qui était très intéressante, qui s'appelait L'Ange du Bizarre. Évidemment, je suis allé, ça ne pouvait pas m'échapper, avec des personnages extrêmement intéressants, des peintres extrêmement intéressants comme Böcklin qui fait l'île des morts, bon, du Félicien Rops, de tous ces personnages, qui m'ont quand même, oui, il faut le reconnaître, formé. Maintenant, je suis plus proche de, je ne veux pas dire d'art brut, parce que c'est pas vrai, mais d'une spontanéité.